Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un humoriste, youtubeur et maintenant stand-upper qui remplit la salle du République à Paris et bientôt à l'Olympia. Ça sera en avril prochain. Vous l'avez peut-être connu, il s'appelle Franjo. Bonjour Franjo. Bonjour, merci pour l'accueil. Et non pas François-Joseph. Alors, si, mais c'est vrai que personne ne m'appelle comme ça sauf ma mère. Oui, vous le racontez d'ailleurs. Oui, je le raconte sur scène je le raconte sur scène. Voilà. Donc il n'y a que votre maman qui peut vous appeler François-Joseph. Tout le monde vous appelle Franjo. Même ma mère m'appelle Franjo, si elle m'appelle François-Joseph, c'est généralement pour m'engueuler, donc c'est un trauma pour moi. D'accord, oui. François-Joseph. Exactement. Bon, en tout cas, je le disais, carton plein là, au République. Oui. Nous y sommes allés avec ma chef d'édition qui est en coulisses et on a vraiment bien rigolé. C'est très sympa comme ambiance. Merci, c'est gentil. Et j'ai l'impression que ça désemplit pas. Ça fait 2 ans que vous êtes avec ce spectacle. Ça fait. J'ai commencé à le jouer sur Paris il y a 3 ans maintenant et j'ai commencé à vraiment le mettre en place, etc. Et dire que c'est un spectacle rodé, ça fait 2 ans, quoi. Et je termine l'an prochain, donc on va dire que j'aurais fait 3 bonnes années avec ce spectacle, c'est bien. Et la fin, c'est Olympia, justement, le 12 avril. Alors, je termine pas l'Olympia, parce que je vais filmer le spectacle à Lyon, certainement, en mars 2026. Donc là, c'est déjà en vente, et il y a déjà la moitié d'une séance qui est partie. Pour 2026, c'est déjà parti. Il y a déjà des gens qui achètent. Donc 21 mars 2026, on va filmer ça, certainement à la Bourse du Travail. Ouais. Et donc je terminerai sûrement là-bas, ou alors une grande salle à Paris, je veux pas en dire plus, mais peut-être qu'on terminera sur le Grand Rex, on sait pas trop. Ah oui, donc de plus en plus... oui, c'est pour faire une date symbolique, quoi, terminer ce spectacle dans quelque chose de cool. Alors comment, vous disiez le spectacle est rodé maintenant, comment vous travaillez, parce qu'il y a quand même beaucoup d'impro, il y a beaucoup de thèmes d'actualité aussi, comment... Disons que mon spectacle en soi, je laisse de la place pour parler aux gens, et puis je laisse aussi de la place pour éventuellement faire 5 à 10 minutes sur ce qu'on vit actuellement sur l'actualité, donc les gens parfois viennent pour ça. Et on en parlait avant de tourner l'émission, là dernièrement j'ai posté quelque chose qui s'appelle Macron d'émission, où justement c'est un sketch de 5-6 minutes où je parle un peu d'actualité, et je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je fais ça, alors moi je me laisse le créneau pour ça. Et vous suivez beaucoup l'actualité, justement? C'est vraiment une source d'inspiration, parce que là, il y a de quoi faire en actualité nationale et internationale. C'est vrai, ouais. Je suis beaucoup l'actualité. Je ne me force pas, si ça ne m'inspire pas, je ne fais rien. Et parfois, il n'y a rien à dire, et quand il n'y a rien à dire, vaut mieux se taire. La réouverture de Notre-Dame il y a quelque temps, avec la présence de Donald Trump, ça vous a inspiré? Justement, j'y réfléchissais ce matin, parce que c'est arrivé là pour nous il y a quelques jours. Et c'est pas un événement qui a fait assez de bruit, c'est pas passé assez de choses pour en faire pour moi quelque chose sur scène. Ou alors j'aurais peut-être un truc à dire plus tard, si jamais j'ai l'inspiration, mais je vais pas forcer les choses, quoi. Pour moi, c'est un peu évident, s'il y a quelque chose à dire, c'est un peu une évidence. Il faut que ce soit une évidence, quoi. En tout cas, Trump, c'est un personnage inspirant sur d'autres médias, en l'occurrence sur YouTube. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a des choses à dire. En tout cas, clairement... Et vous avez des choses à dire. Ouais. Je vous propose de regarder un petit extrait YouTube de Franjo sur Trump. T'as vu Trump, il a gagné contre Kamala Harris? Ça fait longtemps, t'as du retard, toi. Ouais, mais c'est aux États-Unis, avec le décalage horaire. Ça. Le décalage horaire. Et puis en fait, ça n'a pas fait beaucoup de bruit non plus. Tu sais, la dernière fois, il y avait, je sais pas, l'invasion du Capitole et tout. Il se passait des trucs, là, on se fait chier, là. D'ailleurs, c'est pas terminé. Hein. Comment ça? Ils comptent encore les votes. Ça peut prendre quelques semaines encore, apparemment. Mais ils sont longs, hein. C'est des Américains, c'est pas des scientifiques. En tout cas, de ce que je lis, on considère qu'il a gagné avec 295 voix. Je pensais qu'ils étaient plus nombreux que ça, les États-Unis. Mais t'es con, c'est 295 grands électeurs. Les grands électeurs? Dans un État, t'as un nombre de grands électeurs. Voilà. Si tu remportes l'État, tu remportes le nombre de grands électeurs. Le problème, c'est qu'il y a des petits États avec peu de monde, mais il y a quand même des grands électeurs, quoi. Et d'autres? Un parti peut avoir plus de voix, mais quand même perdre les élections. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en France aux dernières législatives. C'est-à-dire que le RN avait plus de voix, mais c'est quand même le NFP qui a gagné. Et commence pas, toi. Je dis les faits, c'est tout. C'est juste les faits. Hein. Le NFP? Le nouveau Front populaire.
Vraiment, c'était plutôt LFI, NUPES. Je change souvent de nom, quoi. C'est comme le sida ou le VIH. Pas le même nom, mais c'est la même maladie. Mais il t'arrive quoi, toi? Non, mais ça va, c'est une blague. Ça va, non? Non, ça va pas. J'ai pas envie de rigoler, c'est une catastrophe, ces élections. Bah, pas pour tout le monde, hein. Je vois la crypto, elle a pris 15%, là. Arrête. Voilà, là on vient de voir. En plus, vous jouez différents personnages. Comment vous faites ça en termes de montage? C'est pas évident. Enfin, je suis béotienne, donc vous faites tous les personnages en fait. Oui, oui C'est assez facile à faire ou vous avez tout. Disons Sur des logiciels. C'est pas que le logiciel le plus difficile, c'est d'être crédible en jouant tout seul. Et ça, bon, ça c'est pas facile, mais après c'est une question d'habitude aussi. Et puis moi je fais toujours la version définitive des montages. Alors avec le temps et l'expérience, j'arrive à me rendre compte de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc plus j'en fais, plus je progresse. Et ce format-là que j'ai commencé avec le confinement, parce qu'en fait j'étais obligé, j'avais personne avec moi, donc j'étais obligé de jouer tous les rôles. Et même j'étais obligé derrière la caméra en même temps au son. Donc je faisais vraiment tout seul. Ouais, quoi. c'est ça. Heureusement, il y a mon petit frère JR que j'embrasse qui m'aidait. Mais sinon, on était tout seul. Ouais. On était vraiment tout seul. Et du coup, ce format est né au moment du confinement parce qu'en fait, poussé dans nos retranchements, j'étais obligé de faire tous les rôles tout seul, y compris les rôles de technicien. Donc, bah ouais, j'ai regardé par curiosité justement ce format il n'y a pas longtemps. Je me dis tiens, à force de le faire, on progresse. Ouais. Ah oui, c'est assez impressionnant parce que vous arrivez même à avoir des plans où on vous voit 3 fois en fait. Ouais, 3, 4, 5 fois. Plusieurs fois, ouais. Ouais, mon record c'est Amazon, je crois. Amazon. Où on me voit 4 fois ouais, dans la même image. Ouais. Prouesse technique et prouesse humoristique. Donc tout a commencé avec le confinement. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Vous vous êtes dit, je vais... Ça n'a pas véritablement commencé au confinement. J'avais déjà une audience avant ça. Mais disons que le confinement, ça a pour moi été quelque chose qui m'a un peu révélé parce que déjà, on avait que ça à faire de regarder ce qu'il y avait sur Internet. Booster, ouais. Donc en fait, ceux qui faisaient des vidéos étaient largement favorisés par rapport à ceux qui n'en faisaient pas. Et moi, je faisais partie de ceux qui faisaient des vidéos depuis déjà 2 ans. Et puis, j'étais aussi l'un des seuls à prendre vraiment position. En tout cas, essayer de montrer qu'il y avait pas mal de choses qui étaient pas logiques dans ce qu'on vivait. Et c'est vrai qu'on n'était pas nombreux sur le créneau. Donc, j'en sors un peu, forcément un peu plus notoire après cette période-là, puisque j'ai fait énormément de vues et que les gens partageaient énormément les vidéos, que c'était parfois assez positionné quand même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que rien que le fait de remettre en doute finalement le confinement, le port du masque, etc., c'était pas remettre en doute, c'était juste se poser la question, c'est-à-dire est-ce que vraiment porter un masque dehors c'était utile? Ça faisait de nous des gens un peu subversifs, limite complotistes. Et donc, oui, les gens étaient assez frileux. C'était pas évident de se moquer de ça. Les forêts étaient interdites. Moi, je sais que ça m'a marqué. Il y avait le masque obligatoire en forêt. Ouais. Bon, moi je faisais des blagues là-dessus. Est-ce qu'on va contaminer les chevreuils? C'était des genres de blagues que je faisais. Et donc les gens en avaient besoin parce que c'était déprimant quoi, de voir que finalement on avait des mesures qui frôlaient quand même l'absurdité, que les gens le faisaient quoi. Et ça c'était assez dingue. Ouais. Ça m'a marqué. Ça vous a surpris? Mais ça m'a marqué de voir que les gens soient... par la peur et quand même les médias. On peut quand même nous faire des trucs de ouf. Et c'est flippant. Un esprit moutonnier. Pas moutonnier, mais juste, il faut faire gaffe à... Ça nous a appris qu'il faut faire gaffe aux médias et à la peur, quoi. Parce que quand on agit sous la peur, parfois, on réfléchit moins ou moins bien. Et puis, oui, l'effet de masse, c'est dramatique, quoi. C'est un peu un objecteur de conscience. Non, mais je n'irai pas jusque-là, mais juste je mettais une pièce et je disais aux gens, est-ce qu'on peut pas réfléchir, est-ce que c'est vraiment censé ce qu'on fait, quoi? Est-ce que c'est censé de mettre un masque dans la forêt? C'était ça ma question, je parle, ou dans la voiture, voilà, c'était ça mes trucs.
Et quand je le faisais, j'avais l'impression que j'étais pas tout seul, quoi. C'est juste, moi j'étais là pour le faire. Et du coup, Vous je disais, disiez putain, tout ce que beaucoup voilà. d'autres pensaient peut-être tout bas. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, en fait, j'étais un peu comme une soupape. Donc, Ouais. les gens m'ont pris un peu comme. Un exutoire. Ouais. Voilà, comme exutoire. Après, Ouais, j'étais ouais. contre mon gré un peu le représentant des anti-vax. Voilà. Je suis pas anti-vax. Le problème, c'est que. Vous êtes fait vacciner. Moi, j'en parle pas. D'accord. Parce que je demande pas aux gens s'ils ont fait leur frottis, etc. C'est des trucs qui sont très personnels. Mais je suis pas anti-vax, mais juste le vaccin du Covid, on en a beaucoup parlé. On se demandait si c'était un vaccin aussi efficace que les autres. Et juste se poser la question, ça faisait de nous un anti-vax complotiste gilet jaune. Et c'était bien de le montrer, quoi. D'ailleurs, l'une parmi vos vidéos encore beaucoup vues, il y a la 3e dose qui fait partie de Oui. celles qui sont Oui, mais énormément regardées encore. pourquoi c'est regardé? Parce que dedans, je pense qu'il n'y a pas que quelque chose de politique. Déjà, j'arrive déjà à faire des digressions sur des choses, et je pense que c'est pour ça que ça rend le truc un peu moins temporel. Et évidemment aussi, oui, je suis le seul à poser la question, et dedans, je crois que je dis que c'est un vaccin qui dure 6 mois, et je dis que c'est pas un vaccin, c'est un lissage brésilien, ça a été repris un peu partout. Parce qu'en fait, un vaccin, ça dure pas 6 mois, quoi. C'est pour ça que je disais, on me traitait d'anti-vax, mais est-ce qu'un vaccin qui dure 6 mois, c'était vraiment un vaccin? C'est plutôt ça la question. Et j'étais pas forcément ni pour ni contre, je posais juste des questions, quoi. Et est-ce que vous êtes toujours cet humoriste un peu marqué? Est-ce qu'on vous sentez labellisé ou politisé politiquement ou sur vos positions? Mais en fait, c'est marrant parce que on parlait de Trump. Moi, je tire un peu sur tous les camps, et je peux être traité de gauchias comme d'extrême droite. Donc voilà, moi, ça me fait un peu avec cette rire. révélation avec le Covid, effectivement, comme vous le disiez, je suis pas Mais le anti-vax, Covid, mais j'étais... c'était particulier, Ouais. parce que il n'y avait pas trop de gauche ou de droite. Tu peux voir des gens qui étaient de gauche, qui étaient anti-vax, et de droite aussi. C'était une période un peu différente. Il y avait juste pas de nuance, parce que soit tu étais anti-vax et tu étais gilet jaune, etc. Et tu étais t'étais catégorisé complotiste, soit tu étais dans la pensée dominante, et un peu c'est ceux qui sont dans la bien-pensance, entre guillemets, quoi. Et c'est un peu deux blocs qu'on retrouve encore maintenant, où tu as et la bien-pensance d'un côté, le fascisme de l'autre, et en fait il n'y a plus de nuances. Ça, je pense que c'est aussi à cause des réseaux sociaux, et donc oui, on m'a forcément catégorisé à l'époque du Covid anti-vax, comme j'en parlais, on me met dans une case. Et là, parfois, on me dit soit t'es gauchias, comme ils disent me dire, soit extrême droite. Alors là, je suis pour KTO, oui, je suis extrême droite du coup. Parce que tout ce qui est catholique, évidemment, c'est. Enfin, il n'y a pas de politique ici. Oui, il n'y a pas de politique, mais c'est plus fort que les gens. Les gens, ils vont croire que le fait que Les tu fasses préjugés. quelque chose sur les cathos, c'est forcément de droite. Et donc, C'est vrai que vous en parlez un petit peu des cathos dans votre j'en parle, spectacle. oui, bien sûr, parce que j'ai une éducation catholique. Donc oui, on m'a catégorisé plus souvent à droite qu'à gauche, mais on m'a catégorisé dans les deux camps. Ouais. Parce que je tire aussi bien sur les gens qui font de la merde à droite qu'à gauche. Enfin, pour moi, dès qu'il y a quelque chose c'est réparti. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui est mal fait, le procès du RN, je me suis régalé. Ça, c'est Marine, une de vos pareil. dernières vidéos. Ouais. Voilà, c'est facile de tirer Alors, dessus. on l'a entendu, vous êtes vraiment fait connaître sur les réseaux au moment du confinement du Covid. Maintenant, vous explosez sur scène. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences pour vous de faire des vidéos YouTube ou de la scène dans votre travail, l'écriture, la construction, comment vous... C'est pas la même écriture. C'est vrai que quand on fait une écriture de fiction, c'est des dialogues principalement. Moi, j'adore écrire des dialogues. Et sur scène, parfois, c'est une écriture qui est différente. Il n'y a pas forcément un ping-pong, donc c'est une écriture différente. La scène, l'avantage de la scène, c'est qu'on peut tester tout avant de mettre en ligne, ou les choses quand c'est filmé, etc. C'est des passages qu'on a fait, des blagues qu'on a testées plusieurs centaines de fois parfois. Et vous testez où? Dans les comédie clubs. Voilà. Notamment le Red Comedy Club, qui est un comedy club qui est top. Je vais souvent. Et que je recommande d'ailleurs, le Red Comedy Club. Ça m'arrive de tester dans ces endroits-là. En tout cas, test réussi, passage réussi. Ouais.
À retrouver donc au République. On passe à la deuxième partie de l'émission. Oui. C'est la partie où je m'éclipse et je vous propose 4 mots qu'on va éclairer, reparler peut-être de votre religion. À tout de suite, Franjo. Franjo. Alors, deuxième partie de l'émission, celle où je vous propose des mots. Voici le premier. Ça a commencé là, on est d'accord. Ah bah oui, on est d'accord. Non, parce que là, il faut vraiment que les gens se rendent compte que on dirait une émission de télé-réalité. J'ai envie de dire du mal sur Jean-Pascal en regardant la caméra. Jean-Pascal est un salaud, il a mangé tous les chips de la maison, des secrets. C'est terrible. C'est un nouveau concept pour Lumière intérieure. Non. Ah, bah, vous m'avez perturbé. Allez, premier mot. Premier mot. Premier mot. Éducation. 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 Alors, moi, c'est un sujet qui me concerne, pas l'éducation en tant que telle, mais l'éducation nationale. C'est un sujet qui me concerne énormément, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup évidemment concerné quand j'étais petit, parce que je trouvais que l'éducation nationale c'était pas très bien fait. Donc j'en ai même fait une vidéo qui s'appelle Éducation nationale, simplement où j'explique que finalement essayer de mettre tous les élèves dans une classe pour qu'ils aillent vers la même direction, au même rythme, c'est très compliqué, parce qu'on est tous différents. Donc pour moi, l'éducation nationale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je trouve qu'en France, c'est pas très bien fait. D'ailleurs, bon, j'ai rien proposé, hein, évidemment, je fais que critiquer, mais moi, je l'ai mal vécu, l'éducation nationale, pour ces raisons-là. Et puis pour les raisons aussi que on n'a pas assez, enfin on en parle maintenant, mais le harcèlement scolaire, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre, et je trouve que l'éducation nationale en fait pas assez. En tout cas à mon époque, c'était quelque chose d'assez difficile à vivre, d'être un bisu. On a tous été à peu près bisutés au collège. Vous avez été harcelé ? Ouais, je pense comme tout le monde, hein, Pas forcément, non. Ah ouais ? Pas comme tout le monde. Pas non. toi ? Non, jamais. moi, je l'ai un peu mal vécu. Non, il se trouve qu'il y a une loi maintenant là-dessus, donc. Il y a une loi, ouais, oui. c'est vrai. Il y a une loi, alors je pense Il y a des harceleurs et des harcelés. C'est vrai, ouais. On considère plus. Et parfois les deux en même temps. Ouais. C'est vrai qu'on le considère plus qu'avant, mais moi. Et harcelé pourquoi ? Juste, je pense le fait d'être un peu différent, peut-être. Je pense. C'est-à-dire ? Peut-être une manière de penser différente, je sais pas. Déjà, le côté peut-être l'éducation catholique, déjà c'était quelque chose qui était pas majoritaire là où j'étais. J'étais pas dans un lycée privé. Alors, je comprends pas. Vous êtes de tradition catholique ? Ouais. Vous avez fait tous les sacrements ? Ouais. Ouais. Et vous étiez dans un collège, lycée public ? Ouais. D'accord. Ok. Donc, non, moi je sais que j'ai. Et pourquoi pas effectivement de lycée privé dans ce cas-là Parce que ça coûte cher les lycées privés. Oui. Donc moi j'étais. Parce que catholique, on associe ça aux gens qui ont de l'argent, et c'était pas trop le cas de mes parents. Voilà, donc on était dans un lycée public. Et du coup, j'ai vécu un peu de harcèlement scolaire comme pas mal de monde, hein. Oui, évidemment pas tout le monde, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vécu comme ça. Mais en tant que catho ? Non, je dis pas. Enfin, j'essaie de trouver pourquoi les gens se foutaient de ma gueule. Est-ce que c'était parce que j'étais différent à cause de l'éducation, ou grâce à l'éducation catholique ? Je faisais des instruments, peut-être les gens qui font de la musique, j'avais l'impression que c'était un peu chelou, et j'en faisais partie. Quels instruments ? Je faisais beaucoup de guitare. Voilà. Donc, Et puis mes parents étaient des artistes aussi, donc il y a quelque chose d'assez marginal là-dedans, parce que c'est un chemin qui n'est pas comme tout le monde. Donc ouais, je pense que ça a dû jouer au fait que les gens, vu que quand on est un peu différent, à l'école, auprès des autres élèves, tu te fais un peu maltraiter, quoi. Donc ouais, éducation, pour moi, ça évoque ce truc-là, de l'éducation nationale. Et vous
l'exploiter pas mal sur YouTube. Effectivement, il y a beaucoup de vidéos autour de ça. Bon, il y en a une L'élève surtout. difficile. Oui, mais ça Il y a c'est. lycée privé, lycée ZEP. Ah oui, ouais, mais ça c'est des vieilles vidéos. Ah ouais, C'est- mais bon, il y en a pas mal Il y autour en a, de... mais là c'est vraiment de la caricature. Celle vraiment où j'exprime quelque chose pour moi avec le plus de fond, c'est tout simplement éducation nationale, où j'en parle vraiment. Et j'explique que même il y a des professeurs qui sont animés par cette volonté de s'adapter à des élèves, à faire des groupes de niveau, ou alors d'avoir une éducation qui est plus au cas par cas, et que en fait l'éducation nationale est contre ça, quoi. Donc c'est difficile, c'est un peu un système qui pour moi est un peu difficile pour les élèves et même parfois pour les profs qui veulent bien faire. Vous regrettez de ne pas avoir pu bénéficier d'une éducation privée, Pas du tout. chrétienne? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, je pense que ça m'a donné un peu les armes, entre guillemets, pour être dans la vie avec tout le monde, quoi. Le problème du privé ou des classes, voilà, maintenant, c'est un peu à la mode des gens qui sont HPI, c'est que on va mettre des gens qui sont ensemble et qui se ressemblent, et donc, en fait, on développe pas cette faculté à s'adapter aux autres et aux gens qui sont pas pareils, quitte à se faire un peu bully. Je pense que ça te donne un peu, ça te forge un peu pour l'avenir, parce que plus tu retardes ce moment où en fait tu te confrontes à l'autre qui parfois est pas cool, plus c'est difficile selon moi d'y faire face, quoi. Après votre bac, vous êtes allé vers quoi? L'humour vous a vite rattrapé? J'ai fait un truc très spécial qui est de jouer au poker de manière professionnelle. Donc pendant 3 ans, j'ai gagné ma vie en jouant aux cartes. C'était un passage qui était quand même cool de ma vie. Donc, mais c'était vraiment une grande lancée dans l'inconnu. Et donc après, quand je suis allé vers la scène, c'était moins inconnu que jouer aux cartes, limite. Donc en fait, c'était pas si effrayant que ça. Deuxième mot, Franjo, ça va avec ce dont on parle un petit peu. Ah. Provocation. Provocation. Parler de l'humour. Ouais, bah évidemment, j'aime bien provoquer. De toute façon, sur Internet, c'est parfois provoquer, c'est un peu quelque chose de marketing, quoi. Moi, je sais qu'il y a un passage sur Internet, on m'en parle encore, où il y a marqué "J'ai voté Marine". Et ça fait réagir les gens parce que ça fait cliquer, parce qu'en fait c'est très provoquant. Alors que j'explique dans le passage que j'ai voté Marine parce que moi je m'inspire des conneries que font les hommes politiques. Et donc si Marine était élue présidente, en 5 ans, il y aurait tellement d'inspiration, je pourrais faire un long métrage. Voilà. C'est ce que je dis. Et donc en fait les gens retiennent que le titre "J'ai voté Marine". Du coup, on en parlait tout à l'heure, il me colle cette étiquette d'extrême droite. C'est pas très grave, mais c'est vrai que du coup le titre, pour le coup, il est très provocateur, dans le sens où ça va forcément attiser la curiosité et de se dire putain, le mec assume qu'il vote Marine sur Internet, c'est un fou furieux. Et donc oui, provoquant pour moi, évidemment, ça rejoint mon type d'humour qui est d'aller un peu loin dans les limites et donc provoquer parfois au moins des réactions. Vous l'écrivez d'ailleurs, que vous aimez les sujets épineux. En fait, je suis fasciné par les gens qui arrivent à traiter les sujets qui sont parfois un peu proches des limites et sans jamais dépasser. Moi, j'adore, j'aime beaucoup, j'en parle parfois, j'aime beaucoup comme humoriste Haroun, il cartonne, il n'y a même plus besoin de le présenter. Et pareil, lui, à chaque fois, il parle de sujets qui sont quand même difficiles à aborder, il le fait très très bien. Et c'est pour moi des choses qui sont très difficiles à faire. Et quand on y arrive, je pense qu'on en a besoin, en fait. On a besoin de rire de ces sujets-là. Et c'est important de le faire, je pense. Ce goût de la provoque, il viendrait d'où? Ce goût de la provoque, il vient d'où? Disons que j'ai pas forcément envie de... ça dépend dans quel sens on prend le mot provoque, parce que moi mon but c'est pas de provoquer dans le sens je veux dire énerver les gens, c'est pas ça si on entend provoque dans ce sens là. Pour moi provoquer c'est provoquer une réaction, donc ce goût de la provoque il vient dans le fait de juste susciter une émotion ou au moins une réflexion
chez les gens. Donc c'est mon but en tant que artiste, j'ai envie de dire, d'aller essayer de toucher les gens. Est-ce que ça pourrait avoir ses racines dans le harcèlement subi plus jeune? Une forme de défense? Non, C'est l'attaque? non, pas du tout. Rien à voir. Non. C'est un peu trop psychédélique là. Donc la provocation, c'est un terrain de jeu qui vous va bien, on peut rire de tout. C'est la grande question à chaque fois, est-ce qu'on peut rire de tout? C'est un peu des questions. J'ai tendance parfois à changer d'avis. Je me dis, est-ce qu'on peut rire de tout? J'ai envie de croire que oui, tant que ça met tout le monde d'accord. Mais le problème, c'est que l'humour, c'est subjectif. Donc peu importe la blague, même si elle est géniale, il y a toujours des gens qui vont pas rire. Donc j'ai tendance à croire que ça dépend des points de vue. Je pense qu'il faut essayer de rire de tout et d'essayer de faire rire le maximum de personnes avec les sujets. Moi, je pense qu'il faut éviter de blesser les gens. C'est pas possible de ne pas blesser les gens, c'est impossible de blesser personne, mais disons qu'en faisant de l'humour, il faut essayer de blesser un minimum de gens, c'est ça le but, quoi. Dans l'humour, donc peut-on rire de tout? Oui, à condition de faire du mal à un minimum de gens, quoi. C'est un petit peu comme... ça me fait penser à Beaumarchais. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Voilà. Ça vous inspire, vous la connaissiez, cette citation? Ouais, j'ai déjà vu. Ouais. Très bien. Ouais. D'ailleurs, ouais, il a fait d'autres citations, je crois. C'est lui qui a dit sans éloge flatteur, il n'est point. Non, sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. C'est lui? Je sais même plus. C'est pas Figaro? C'est Figaro, ça. Ça faudra couper. Hein. Ça, on voit que j'ai aucune connaissance. Ah, voilà, je parlais de l'éducation nationale, tu vois. J'en ai pas trop profité. Alors, ça s'est passé comment, ces premiers pas vers l'humour, au-delà de la provocation? Tout simplement, j'ai commencé le théâtre en même temps que, quand je terminais, j'en avais marre de jouer au poker. J'ai commencé le théâtre. Et le théâtre, je trouvais ça trop strict, fallait se tenir au texte. Et moi, j'avais envie de créer, j'avais envie d'écrire. Et donc, je suis tombé sur une scène ouverte. Et où, en gros, j'avais un pote qui testait 5 minutes dessus. Et donc, j'ai dit, je me suis inscrit. Je lui ai dit, le mois prochain, je fais 5 minutes. C'était au Gymnase à l'époque. Tout le monde faisait tester là-bas. Et en fait, j'ai commencé, j'ai fait 5 minutes là-bas. J'ai découvert que c'était beaucoup moins marrant que ce que je croyais. Et en fait, après, j'ai enchaîné. Je suis allé au Café Oscar, qui est un lieu qui est encore ouvert. Et de là, c'est un peu devenu ma maison. Et ensuite, j'ai enchaîné avec d'autres comédie clubs, le Panama Café, etc. Et là, j'ai commencé à progresser sur scène. Et puis à écrire des choses qui étaient de plus en plus efficaces. Et puis de là, après, j'ai commencé à écrire tout un spectacle. Et puis je me suis lancé, quoi, en même temps que je faisais des vidéos. Donc ça s'est mis petit à petit. C'est long, c'est très laborieux, beaucoup de travail, mais petit à petit, on a réussi à trouver quelque chose qui a l'air de faire rire les gens, quoi. Pas besoin de travailler à côté? Il y a tellement de travail déjà en faisant ça. J'arrive déjà pas à faire tout ce qu'on a à faire dans l'humour que non, il n'y a pas le temps d'un autre travail à côté, quoi. Donc ça veut dire que c'était vite rémunérateur aussi? Ah non. Ah. Non, j'ai gagné mes premiers euros au bout d'1 an et demi de scène, quoi. J'ai fait 1 an, je me souviens, ça m'a marqué. C'était une petite cave, au bout d'1 an de scène, où en gros c'était au chapeau, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Et mon premier salaire, c'était 1,50 €, quoi. C'est parce qu'il y avait 10 € divisé par 6 ou un truc comme ça. Et ouais, c'est long, ouais, c'est très long. Et ce qui m'a donné le statut d'intermittent, qui a fait que moi j'étais vraiment comédien, c'est arrivé au bout de 2 ans, quoi, on va dire, avec le Jamel Comedy Club, voilà, où ils m'ont fait faire une émission, et après j'ai fait la troupe, et là ils m'ont donné, j'ai eu le statut de comédien, quoi. Donc ça a été le vrai virage, ça a été 2 ans plus tard. Mais oui, il a fallu 2 ans pour que je puisse dire je gagne ma vie grâce à ça, quoi. Une vraie vocation. 3e mot, Franjo, vérité.
Moi, j'ai envie de dire, c'est une valeur que j'essaye d'avoir tout le temps dans ma vie. Parce que c'est une parole d'ailleurs biblique qui dit que la vérité, c'est libérateur. Voilà. Il me semble que c'est dans la Bible. J'ai pas envie de me faire contredire et qu'on me dise c'est Figaro. mais ouais, je pense que c'est important en fait de dire la vérité le maximum. Voilà. Les seuls cas où on ne dit pas la vérité, c'est vrai que ce serait pour protéger l'autre à la limite, mais et encore, je suis même pas sûr que ce soit bien, in fine. Mais ouais, moi j'y pense dans toutes mes relations, dans tout ce que je dis. J'essaie d'être vraiment le plus franc, le plus sincère possible avec les gens et d'être au plus proche de la vérité parce que ça simplifie tout en fait. Souvent, quand j'étais plus jeune et tout, je sais pas pourquoi, parfois j'arrivais en retard à un rendez-vous qui n'était pas important, quoi. Et je disais une autre excuse, comme si l'autre excuse était plus valable que la vraie. Voilà. Parce que aussi j'avais du mal aussi à assumer que parfois j'étais juste en retard parce que j'étais pas organisé, quoi. Maintenant, juste le fait de dire la vérité le maximum du temps, je suis beaucoup moins en retard déjà parce qu'en fait, je sais que comme je vais dire la vérité, c'est difficile d'assumer le fait que juste j'ai été un chibre et que je me suis pas organisé. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens sont de plus en plus authentiques? Ou au contraire? Ça dépend de qui. Ça dépend de son entourage. En fait, il y a cette phrase qu'on connaît bien qui dit qu'on ressemble aux 3 personnes qu'on fréquente le plus dans sa vie, aux 3, aux 5, ça dépend les versions. Et je pense que si on fréquente que des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs, on finit par se faire influencer par ces gens-là. Donc est-ce que les gens sont de plus en plus authentiques? Je pense pas que ça change plus que ça. Je pense que juste on a une influence sur notre entourage. Et donc si on fréquente des gens qui nous ressemblent, on va avoir des gens qui seront de plus en plus sincères. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre forme de vérité pour vous? La vérité divine, ultime? Nous sommes sur KTO. Oui, c'est vrai. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir ce qu'on voit, ce qui est dans l'ordre du visible, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on existe, etc. Machin. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce qu'on voit juste à l'œil nu? Donc, et on n'a pas la réponse. Donc, je pense que faut peut-être pas se fier à tout ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Je veux dire là comme ça, et ce qu'on croit être véritable à première vue, quoi. Oui. Et la vérité, ça peut être Dieu pour vous? Ça peut, oui, complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses dans l'existence de Dieu. Genre le sens de la vie, est-ce qu'on est vraiment là, etc. C'est quand même quelque chose qui répond à toutes nos questions, nos angoisses même, je pense. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réponses dans la foi finalement. Donc ouais, la vérité, évidemment, la vérité, si tu crois en Dieu, la vérité, elle est là. Hein. Et c'est votre cas? J'aime pas vraiment en parler parce que moi, j'ai cette fâcheuse tendance à tout remettre en question. Donc, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on parlait des vaccins. Ce serait pas très logique que je remette tout en question et que j'ai la foi dans quelque chose qui est si peu tangible. Donc en fait, ça dépend des moments, quoi. Allez, on continue sur cette thématique avec le 4e et dernier mot, ouais. Spiritualité. C'est vague, spiritualité. C'est vaste. C'est vaste. Qu'est-ce qu'on met dans spiritualité? Qu'est-ce que vous mettez, vous? Pour moi, déjà, dès l'instant où on réfléchit sur est-ce que quelque chose est bien ou mal, c'est déjà dans l'ordre du spirituel pour moi. C'est quelque chose d'assez profond parce que ça met du coup en cause la morale. Déjà, pour moi, ça va assez vite d'être dans l'ordre du spirituel, quoi. Pour moi, c'est ça, hein, les débats actuels. C'est compliqué, ouais.
Spiritualité. En fait, faudrait réussir à définir spiritualité déjà. Est-ce que c'est forcément dans le domaine de la foi? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que il peut y avoir des choses spirituelles qui sont pas que en rapport avec la religion. Après, c'est que mon point de vue, mais je pense que quelqu'un qui croit pas en Dieu et qui va réfléchir à le bien sensé de telle ou telle chose, c'est déjà quelque chose de spirituel, ou alors qui va faire de la méditation, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui va ou qui va juste penser à savoir est-ce que l'esprit a un effet sur soi ou les autres, etc. C'est quelque chose de très spirituel, hein, au-delà de la religion, quoi. Alors bien sûr, après, la prière, ça, quand on prie, on est dans la spiritualité, évidemment, mais est-ce que c'est pas une autre forme de méditation aussi? Je sais pas. Donc ouais, spiritualité. Si je devais répondre à une question, est-ce que tu es spirituel? Je pense pas assez, quoi. Je suis trop pragmatique, je me pose jamais, je fais jamais de... Ouais, je réfléchis jamais intérieurement. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que ça va bien dans ma vie, mon corps et tout? Je suis pas très. Je dirais que je suis pas très spirituel, quoi. Est-ce que vous avez une pratique spirituelle? Ben non, justement, c'est ce que je dis, c'est que Non, je suis pas assez, quoi. Je pense. pas assez, mais un peu quand même. Ben, dans le sens où si on met devant une question où est-ce qu'il faut réfléchir sur voilà quelque chose qui est pas forcément dans de l'ordre du matériel et que c'est quelque chose qui est plus profond et tout, ça va me fasciner. Mais c'est vrai que je le fais pas assez, ouais. On n'est pas assez là-dedans. Et est-ce que vous puisez du sens et de la force dans vos valeurs chrétiennes originelles? Je pense que je tire de mes valeurs chrétiennes, je tire quand même des valeurs, ouais, évidemment, dans le sens où on nous a inculqué des trucs qui étaient pour moi fondamentalement bien, dans le sens où, évidemment, pardonner, aimer son prochain, etc. C'est jamais mauvais, je pense, de souhaiter le bien de l'autre. Voilà, bénissez vos ennemis, etc. C'est dans la Bible. Hein. Et ben, je pense que ça peut pas faire de mal à qui que ce soit, quoi. Donc, je pense que j'ai une éducation catholique qui m'a inculqué des valeurs qui étaient plutôt des valeurs de personnes qui veulent le bien. Donc, pour moi, c'est cool, quoi. Qui est Jésus-Christ pour vous et la Vierge Marie? Qui est Jésus-Christ et la Vierge Marie? Mais déjà, pour moi, ça me rappelle la messe, le catéchisme, etc. C'est ça que ça évoque. C'est quelque chose de... C'est beaucoup de mystère pour moi autour de ça. Surtout actuellement dans ma vie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint finalement la foi. Est-ce que je crois à tout ça, etc. Et ça évoque aussi mes doutes. Mais pas que par rapport à ça. C'est toute ma vie qui est en ce moment un peu dans le doute. Donc ça rejoint ça. Pour moi, ouais, Jésus-Christ et la Vierge Marie, ça évoque évidemment la religion catholique. Et ouais, ça évoque, pour l'instant, pour moi, ça évoque un peu la démarche de croire et la foi, quoi. C'est ça que ça évoque. Vous parliez de doutes en ce moment. Ils sont liés à un événement particulier, à des questionnements particuliers pour vous en ce moment? Non, mais en fait, j'ai tendance à comme je disais, j'ai un peu la fâcheuse tendance à douter d'un peu de tout, y compris de ma vie, que ce soit perso, professionnelle, etc. Parfois, je suis sur scène et je me dis, ou je prépare une scène et je me dis, est-ce que je suis vraiment à ma place? Donc, c'est pas que la religion, c'est un peu tout, quoi. Donc, évidemment, la religion, ça fait partie des choses que j'ai tendance à évidemment remettre en question, parce que je remets absolument tout en question. Mais je pense que c'est important, puis c'est bien d'avoir la démarche et la volonté de croire, c'est nécessaire, je pense. Cette remise en question de vos choix, de votre carrière, elle est liée à quoi?
Vous auriez d'autres envies, une autre vocation? Ben en fait, Peut-être en lien avec la spiritualité, justement? non, c'est, je Non. pense, lié au fait que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, on a toujours tendance à croire que y a une petite partie de nous qui se dit, j'aurais peut-être mieux fait ailleurs. Je pense, hein. En tout cas moi. Vous êtes souvent insatisfait? Ben, pas insatisfait, mais toujours à me dire, est-ce que j'ai raté une opportunité, quoi. Ce qu'on appelle le FOMO actuellement, c'est le Fear of Missing Out, qui est de se dire, peut-être je serais mieux ailleurs. Et vous vous le dites souvent? Je me le dis souvent, De temps en temps. pas souvent, mais de temps en temps, ouais. De temps en temps, alors que, à la différence de certains amis à moi, aux collègues, qui eux se posent jamais la question. Est-ce que c'est pas eux les plus heureux d'ailleurs? En tout cas, il y a une chose qu'on ne va pas miss out, manquer, c'est la mort. Ouais. On sera tous à la même enseigne. Est-ce que vous y pensez? Bah il faut, je pense. Il faut pour y être préparé, se dire que ce qu'on vit là, ça va s'arrêter. C'est important. C'est vrai qu'on est tellement dans le déni, surtout en France, dans notre société, qu'on ne veut jamais en entendre parler de la mort. Ce qui fait que quand ça arrive, c'est un drame absolu. Moi, je vois, j'étais à Tahiti, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois là, déjà. J'ai des gens chez qui j'étais, ils enterrent leurs parents dans le jardin. Souvent, le proche, il meurt avec sa famille. C'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou, quoi. Tout le monde lui dit au revoir, etc. Et nous, on a tendance à cacher un peu la mort, quoi. À tendance à se dire non, ça n'existe pas, juste on dit il est parti. Bon, on veut pas trop voilà, le montrer, donc je pense qu'on cache un peu trop la mort actuellement. Et que du coup, quand ça arrive, c'est une mauvaise surprise. Je pense qu'on communique pas assez là-dessus, quoi. Et vous, par rapport à cette mort prochaine, pour tous, dans bien longtemps, j'espère pour vous, quel est votre sentiment? Y a-t-il une vie après la mort? Quel est le sens que vous donnez à votre vie, justement? Moi, il y a deux volontés en moi. Il y a la volonté d'être là en forme le plus longtemps possible, mais il y a aussi cette volonté de partir le premier pour pas avoir à souffrir du départ des autres, qui est un départ qui serait une volonté égoïste, évidemment. Mais donc ouais, il y a deux choses là-dessus sur la mort. Donc après, oui, est-ce que ça s'arrête net et qu'il n'y a plus rien après? C'est terrible. Je pense que c'est triste, la mort, si t'as pas la foi, quoi, parce que derrière, il y a rien, et c'est horrible. Parce que même quand tu perds un proche, t'as l'espoir un peu au fond de toi de le revoir après, quoi. Donc t'as envie de croire à quelque chose. C'est terrible, et terriblement déprimant de se dire, il n'y a plus rien après, quoi. Et vous l'avez, cet espoir, cette espérance? Pour l'instant, je ne suis pas confronté à la mort, donc je n'y ai pas pensé. Mais je pense que ça va sûrement se réveiller, un peu comme peut-être une bouée de sauvetage quand je vais perdre les gens que j'aime le plus un jour, comme tout le monde. Je pense que là, il va peut-être y avoir un électrochoc, quoi. Je reviens auprès de vous, Oui, cher Franjo, ça marche. pour la conclusion. À tout de suite. À tout de Merci suite. pour ce partage. C'est Figaro, hein. Ça régale. Franjo, nous sommes de nouveau à l'antenne. Oui, Moi, c'est ça, avec un grand Ouais. éclat de rire pour un humoriste. exactement. Est-ce que les humoristes rient le plus? Oh là non. Pas toujours, hein. Mais non. Ils se prennent la tête, dit-on. Je pense que du coup, les humoristes que j'ai la chance de fréquenter, soit pour moi, font partie des gens très marrants. Vraiment. Je le vois avec le temps. Ils sont un peu plus marrants que la moyenne, parce qu'ils ont ça en eux, donc c'est drôle. Mais est-ce qu'ils rient le plus? Ils sont plus difficiles à faire rire, puisque forcément, il faut vraiment une bonne blague pour que ça les fasse marrer, quoi. Donc non, c'est pas ceux qui rigolent le plus. C'est pas forcément Mais moi, ceux je suis bon public. qui rigolent le plus et qui sont pas forcément les plus drôles dans l'intimité, c'est ça que vous voulez dire? Eh bien, si, justement, je disais qu'en moyenne, ils sont un peu plus Enfin, marrants. ceux-là, oui, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Il y en a d'autres qui le sont moins, mais je les Le fréquente pas. clown triste, vous les fréquentez pas.
Bon, revenons sur cette demi-heure où je n'étais pas là. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? De devenir tout seul? Oui. Là, Parce que vous disiez au départ que ça ressemblait un peu à on aurait dit la un peu- télé-réalité. Ouais, on aurait dit un peu. Comment ça s'appelle Ou ça le confessionnal. Le confessionnal, ouais, c'est ça. Mais oui, vous y êtes allé déjà? Au confessionnal, à la j'avais- confesse? J'ai déjà fait des confessions, évidemment. Et puis j'en ai fait un aussi sur YouTube avec Mathieu. On dit Mathieu maintenant, parce qu'il est plus prêtre. Donc ouais, j'ai un rapport étroit avec tout ça depuis un moment. Là. Donc la dernière fois, c'était quand? C'était avec Père Mathieu. Donc il y a combien de temps maintenant? Bon, il y quelques temps. a 8 mois, Il y a 8 mois. quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins d'ailleurs. Avec la Parmi communauté les... milléniale. Ouais. Parmi les mots proposés, il y en a un qui vous a marqué davantage. Spiritualité, vérité, provocation, éducation. Qui m'a marqué davantage? La vérité. Parce que, Vérité. On en a pris une en live en plus. Donc non, vérité, parce que en fait, c'est quelque chose que j'essaie de... Avec un grand V. Ouais, c'est quelque chose que j'essaie de toucher maintenant, que j'essaie d'être maintenant, voilà, de plus en plus. Et c'est pas facile tous les jours. On a vite fait de mettre des petits mythos à droite à gauche qui servent à rien. Et dans vos spectacles, vous allez tendre de plus en plus vers vérité, spiritualité aussi, parce que c'est un mot sur lequel vous êtes pas mal étendu. Vérité, ouais. Dans mon spectacle Vérité, j'aime plus parler de pertinence. Dans le sens où, en gros, si je dis des propos qui vont résonner et qui vont dire « Ah putain, ça c'est vrai pour moi, ça c'est de la pertinence. C'est très difficile à mettre et à évoquer et à faire, quoi. Parce que, en fait, c'est pas facile d'avoir des propos pertinents. Parce que ça nécessite de la recherche, un peu de réflexion, etc. Et c'est du travail, quoi. Bon, en tout cas, vos propos font mouche sur scène. Je vous propose d'aller vous voir, enfin je propose aux téléspectateurs d'aller vous voir. Franjo, pour le moment il n'y a que votre nom. Oui. Bientôt il y aura peut-être Franjo 2, 3, je ne sais pas, On verra. un titre, La Vérité. La vérité. C'est déjà en affiche, je crois. Certains ont déjà pris ce nom-là. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Merci. Franjo à voir au République jusqu'en 2025 et peut-être... Et peut-être plus. Et, puis Et le peut-être 12 avril, au-delà. à l'Olympia. Pour revoir l'émission, vous connaissez l'adresse kto.tv.com. Très bonne semaine. Merci Franjo. Au revoir.